C'est parti pour un débrief sur une prise de hauteur, une réalisation que je viens d'avoir en 2026. Je vais vous parler des 3 batailles invisibles du personal branding en 2026 pour décupler sa visibilité, pour continuer à être visible dans un contexte où les contenus deviennent des commodités avec l'IA et où les impressions baissent. Voilà, je pense qu'il est toujours possible d'augmenter sa visibilité. Vous allez voir, j'ai des preuves. Et donc, je vais répondre à la question comment continuer à émerger sans s'épuiser dans ce contexte-là. Je vais partager mon écran pour ceux qui sont sur YouTube. Pour les autres, tout est bien sûr possible de suivre en, en audio. Il n'y a aucun sujet. Tac, pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai mon écran qui est partagé. Ok, tout le monde dit que la visibilité baisse sur LinkedIn. Pourtant, la mienne et celle de mes clients long terme ne fait qu'augmenter sans que je fasse plus de posts. Personnellement, moi, j'ai fait 1,5 million d'impressions sur Q1, donc janvier, février, mars 2026, avec 2 posts par semaine pour moi. Je vais revenir plus bas sur le détail, mais j'ai jamais changé de rythme. Alors certes, je progresse, certes, j'ai une audience de plus en plus grosse, mais je multiplie par 2 chaque année mon reach, et ce, dans un contexte où, soi-disant, la visibilité ne fait que baisser. Donc tout le monde accuse l'algorithme et a raison certainement, puisque le jeu devient plus dur, mais je pense qu'on oublie de mentionner 3 changements plus profonds et moins visibles qui se jouent, notamment sur LinkedIn, mais qui sont en fait, à mon avis, transposables à tous les algorithmes et à toutes les plateformes. Donc la promesse de cet épisode, c'est que je vais vous aider à choisir vos batailles en prenant de la hauteur sur vos prises de parole en ligne. Et ces batailles sont transcendantes à toutes les plateformes, et je pense qu'elles se jouent partout où vous voulez exécuter votre personal branding. On va voir ça en plusieurs points et avec quelques exemples. C'est parti du coup pour entrer dans le concret. Je vais juste repartir, moi, du coup, de là où j'en suis en 2026, juste pour vous prouver que je raconte pas des salades. Ma visibilité n'a cessé d'augmenter, et ça fait, c'est le cas depuis 4 ans que je suis vraiment un actif de LinkedIn soutenu, on va dire. Et là, sur Q1, je montre les datas à ceux qui sont sur YouTube, mais j'ai 1 430 000 impressions sur les 3 mois et on voit plus 400% par rapport aux 92 jours précédents. Voilà, moi, il faut savoir que en 2024, j'avais fait 1,5 million d'impressions en tout. J'ai fait 3,5 millions d'impressions sur LinkedIn en 2025. Et en 2026, j'ai 1,5 million sur 3 mois. Donc, on est sur une tendance encore à multiplier par 2 mes impressions sur l'année. On verra, je ne peux pas prévenir l'avenir, mais on verra ce que ça donne. Mais globalement, on est toujours sur la même tendance. Et depuis le début de l'année, pour être très concret, sur Q1, donc les 1,5 million d'impressions, j'ai posté 25 fois, donc 2 posts par semaine en moyenne. J'ai fait 5 posts avec plus de 100 000 impressions, et donc 20% de mes posts ramènent 75% de mes impressions, donc on est très proche de la loi de Pareto. Et 7 posts de mon top 10 sont des posts avec vidéo. Voilà, je montre quelques preuves à l'écran de stats sur mes posts, où là je crois qu'on voit les principaux depuis le début de l'année. On les voit peut-être pas tous, mais on les voit pas tous. Mais en gros, j'en ai compté 7 qui sont avec vidéo dans mon top 10 de mes posts. Alors, c'est vrai que c'était plus facile avant. Avant, j'avais une moyenne de 15 000 impressions par post et ça variait peu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des écarts cibles qui sont gigantesques, et je peux passer grosso modo de 200 000 impressions sur un post à 2000 au post suivant. Personne n'est à l'abri d'un flop et rien n'est garanti par le nombre d'abonnés, ça c'est vrai. Est-ce que, du fait que j'arrive à quand même faire de la visibilité, est-ce que j'ai craqué l'algorithme? Non, c'est pas la promesse, personne n'a le secret de l'algorithme, mais plutôt qu'essayer de me suradapter, je me concentre sur ce qui ne change pas. Ce sont des humains qui lisent les contenus, et c'est pour ça que je vais vous débriefer sur ce qui, à mon sens, est important de comprendre. Et ensuite, les 3 fameuses batailles dont je vous parlais. Moi, je pense que les gens qui pensent qu'il faut en faire plus et poster plus se trompent. Tout le monde comprend le contexte. L'IA inonde le monde de contenu sur tous les formats.
le contenu qui avait encore une valeur en soi il y a 5 ans, hein, savoir créer du contenu était vraiment positionné dans le top 5% des personnes qui savaient écrire. En fait, non, là, c'est devenu une commodité avec l'IA, avec Claude, avec ChatGPT. Et dans ce contexte, le niveau augmente et il est tentant aussi d'augmenter le volume et de crier plus fort pour émerger. Je pense que c'est faux. Moi, j'ai essayé de faire plus et franchement, j'ai perdu. D'ailleurs, j'avais même pas besoin de l'IA, hein. Moi, j'ai à peu près 800 idées de posts en stock parce que je prends des notes en fait depuis 2017. Donc, à force, j'ai des idées de posts. Je pourrais vraiment poster 2 fois par jour pendant des années. Et si je donnais ça à l'IA, je pourrais poster 4 fois par jour. Il me générerait plein d'idées. Mais ça sert à rien. J'ai déjà testé 4 à 5 posts par semaine sur LinkedIn. J'ai déjà testé d'accélérer. Normalement, je suis à 2 posts par semaine. J'ai testé de faire des belles photos, d'investir sur des formats, notamment la vidéo, des vidéos expertes tournées en studio. Et donc, certes, poster plus, ça permet de progresser plus vite. Certes, avoir des visuels de qualité aide d'un point de vue du branding. Indéniablement, on inscrit chez les gens, chez les prospects, une mémoire visuelle intéressante. Mais si on prend juste le résultat en termes de performance, de visibilité, c'est zéro. Là, je montre à l'écran, pour ceux qui sont sur YouTube, 2 posts que j'ai faits. Il y en a un avec une vidéo que j'ai chopée sur Instagram en 30 secondes et que j'ai accompagné d'un post où je donne mon point de vue. Donc, c'est sur mon sujet d'expertise. Donc, j'ai pris un extrait de France Inter, d'un expert qui s'exprime sur France Inter. Voilà, c'est un post qui fait 62 000 impressions, 723 likes. Enfin, voilà, en tout, en 106 republications. Enfin, en tout, on a quasiment 1000 interactions, plus de 60 000 impressions sur ce post qui honnêtement a dû me prendre 20 minutes à faire. À droite, je montre un autre post où là, c'est une vidéo de moi, experte, de quasiment de 1 minute 22. Et donc, cette vidéo, ce post avec vidéo expert fait 3000 impressions, là où l'autre en fait 60 000. Sauf que ce post vidéo expert, ça m'a pris des heures et des heures, moi, à imaginer le script, à tourner la vidéo, ça m'a coûté de l'argent, etc. Donc en fait, oui, je suis content d'avoir fait ces vidéos, mais si on regarde le ROI pur, franchement, le fait d'investir sur des super formats ou d'augmenter le volume n'est pas une bonne réponse, à mon avis, à comment émerger en 2026. À mon avis, on se trompe de bataille si on pense ça. Et donc, je vais revenir sur les 3 batailles invisibles du personal branding qui, à mon sens, la bonne nouvelle, ne nécessite pas d'investissement particulier, mais un peu de jus de cerveau. Je pense qu'il y a 3 batailles. La première, c'est la bataille identitaire. La seconde, c'est la bataille économique. Et la troisième, c'est la bataille culturelle. Et alors attention, elles sont importantes, elles sont dans l'ordre, parce que c'est comme un chemin à parcourir. Et à mon avis, tout le monde doit passer par une bataille identitaire. C'est-à-dire que les gens ne suivent plus des marques, ils suivent d'autres gens. Et donc pour incarner ces prises de parole, il faut avoir travaillé sur son histoire, son positionnement, son branding, sa vision du monde, tout ce qui crée une singularité. Ça, c'est important d'y avoir réfléchi. La deuxième bataille, et on va voir ensuite qu'on le retrouve dans des posts, hein. La deuxième bataille, je donnerai des exemples après, c'est la bataille économique, c'est-à-dire que c'est le partage de messages clés qui permettent de parler de son offre, de son entreprise en utilisant certains prétextes comme l'actualité, une preuve sociale, sa mission, ses équipes, ses clients, ses partenaires. Et important aussi de pouvoir en parler et d'y réfléchir un petit peu. Ensuite, il y a une bataille culturelle, ça, il y en a très peu qui la maîtrisent. En fait, c'est le moment où, quand on est aligné entre son identité et puis donc sa singularité, puis sa mission avec son entreprise, c'est le moment de prendre position et d'affirmer sa perspective sur le monde avec des opinions tranchées. Donc donner son point de vue sur son métier ou son secteur, rebondir sur l'actualité avec son point de vue sur son métier ou son secteur, défendre une cause qui dépasse même l'entreprise que j'ai en ce moment, mais à laquelle l'entreprise potentiellement au niveau des valeurs peut être impliquée, peut être alignée, pardon. Donc ça, je vais donner quelques exemples, mais tout ça pour dire que un influenceur, il mène, en fait, tout le monde mène ces 3 batailles, mais si je reprends des profils types de gens qui créent du contenu, un influenceur mène une bataille majoritairement identitaire. Et donc là, Instagram est devenu, je pense, la plateforme idéale pour ça.
Un infopreneur, quelqu'un qui vend des formations, du contenu, de la connaissance, il mène une bataille qui, à mon sens, majoritairement économique. Et ceux qui investissent enfin, ceux qui durent en tout cas chez les infopreneurs, c'est ceux qui investissent sur YouTube ou avec des podcasts de grande écoute parce que ils installent leur autorité sur leur expertise et puis ça devient des super funnels de vente où ils vendent, puisqu'ils vendent du contenu, ils ont besoin de super contenu. Donc c'est YouTube qui est au top pour ça. Et un dirigeant d'entreprise, d'organisation, qui peut être aussi organisation politique, il mène selon moi une bataille majoritairement culturelle. Et pour moi, elle doit être cohérente avec son identité et sa vision. Et LinkedIn est en train de devenir, selon moi, la plateforme idéale pour ça. Les entrepreneurs, du coup, et dirigeants qui se trompent de bataille dans leur prise de parole, à mon avis, c'est ceux-là qui voient leur reach s'effondrer. Mais ceux qui ont compris que LinkedIn était en train de devenir cette plateforme idéale pour le leadership d'opinion par excellence explosent parce que ceux-là, ils assument leur singularité, ils cultivent leur perspective et ils osent poser leur point de vue. La grande difficulté, et c'est pour ça que c'est difficile, mais c'est aussi une opportunité. Pour les dirigeants, un dirigeant qui veut devenir leader d'opinion et qui doit intégrer, qui veut devenir leader d'opinion, en fait, c'est qu'il doit intégrer et digérer sa bataille identitaire et sa bataille économique pour mener la bataille culturelle de manière cohérente et alignée. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est que moi, je constate que le reach n'a pas baissé pour ceux qui savent choisir la bonne bataille à mener. Et donc, sur LinkedIn, c'est la bataille culturelle. Sur Instagram, c'est plutôt fait pour la bataille identitaire. Et sur YouTube, c'est plutôt la bataille économique pour les infopreneurs. Moi, ma conviction, c'est qu'un leader qui n'a pas, un leader n'a pas de bataille économique ni identitaire à mener en priorité. Il doit les intégrer, mais il doit aller plus loin jusqu'à mener cette fameuse bataille culturelle et surtout pas se positionner comme un infopreneur ou comme un influenceur. Je vais donner quelques exemples pour pas rester de manière ultra théorique sur ces batailles. Je vais donner quelques exemples de mes clients, toujours pour donner des preuves. Et voilà, je parle de ce que je sais, de ce que j'ai fait. J'ai donné tout à l'heure des chiffres de visibilité sur mes posts. Donc moi, je continue à augmenter ma visibilité. Mes clients aussi. Là, je prends un client. Là, je vais donner quelques exemples d'abord du coup de bataille identitaire, hein, le niveau 1. Donc voilà, pas parce que mes clients sont dirigeants qu'ils mènent pas une bataille identitaire aussi. Donc comment intégrer sa bataille identitaire quand on est dirigeant? Pour moi, l'enjeu, c'est pas de raconter sa vie, mais de prendre position pour des causes personnelles qui dépassent parfois l'expertise professionnelle, qui sont en lien avec son identité. On explique un peu le pourquoi et on appuie sur sa singularité vraiment en repartant du cœur. Et donc là, j'ai un exemple de Patrice Ron, qui est expert en évaluation financière à la Cour d'appel de Paris, et qui explique pourquoi il n'utilise jamais l'ordinateur en réunion. Pour un expert financier, c'est assez singulier. Donc là, on est sur une bataille identitaire, ce qui donne un insight sur sa manière de travailler. Et, voilà, et ça appuie sur sa singularité. Un autre exemple, c'est Gaël Wary, qui est membre du COMEX du groupe Labéry, donc dans la grande distribution, et qui souligne l'importance qu'elle porte aux émotions dans la prise de décision. Ça aussi, c'est singulier pour un leader de parler d'émotions dans la prise de décision, et surtout dans le cadre de grandes entreprises dont elle fait partie. Donc là, voilà, on a deux exemples de postes qui répondent à une bataille identitaire, mais dans un cadre où on parle de leaders d'opinion qui veulent pas être influenceurs ni infopreneurs. Je vais donner deux exemples de comment on peut se matérialiser sur des postes la bataille économique. Bataille économique, il faut jamais tomber dans la pub, mais il faut savoir parler de son entreprise, trouver des bons prétextes, avec un contexte un peu personnel, hein, puisqu'on parle de prise de parole incarnée, de personal branding. Donc là, c'est là où on explique le quoi. Et donc, par exemple, Samuel Coe, qui est président de XP France, qui est un réseau de mandataires immobiliers, il célèbre un cap passé par son entreprise. Et donc là, c'était les 800 conseillers en France. Et donc, ça lui permet d'expliquer ce qu'ils font. Voilà, c'est tout simplement ça la bataille économique. Un autre exemple, Romain Durando, qui est fondateur d'un réseau de franchises qui emploie 500 personnes et qui fait 50 millions de chiffres d'affaires. Il fait son comeback après une période de turbulence de son entreprise et donc il en profite pour expliquer ce qui s'est passé pour lui et son entreprise, ce qui lui permet bien sûr de parler de son entreprise et de repartir en conquête du marché. Bataille économique, voilà. Dernier exemple, je donne deux exemples de bataille purement culturelle. Donc là, voilà, on monte encore d'un niveau.
On assiste, de plus en plus à une bataille des idées, hein, avec une confrontation des visions et donc là, l'idée, c'est de traiter de thématiques clés en assumant le comment. Donc par exemple, il y a plein de personnes, qui savent parler de bitcoin ou de crypto. Éric Larchevêque, lui, il donne sa perspective sur le bitcoin. Pour lui, c'est pas un investissement spéculatif, c'est un aboutissement, un investissement qui a seulement du sens s'il est long terme et il explique pourquoi et tout le monde n'a pas le même discours sur le Bitcoin. Donc ça, c'est sa bataille culturelle. Pour lui, c'est un sujet même de souveraineté personnelle, de protection contre l'incertitude du monde et même aussi de liberté face à l'État qui peut taxer ou les banques qui peuvent préempter, qui peuvent bloquer l'accès à son capital. Donc ça va très loin. Lui, il défend une bataille culturelle libertarienne et donc quand il prend la parole sur le Bitcoin, il défend des idées libertariennes en fait derrière. C'est et des voilà souveraineté personnelle, voilà et liberté, tout ce qui est lié au libertarianisme, pardon. Autre exemple de bataille culturelle, Nicolas Lespinasse, qui est cofondateur d'Abi, une start-up tech française 100%. Il défend l'entrepreneuriat et la création de valeur en France avec l'idée que le patriotisme n'est pas l'ennemi de l'inclusion. Et donc là, il mène cette bataille, ce qui lui permet de brandir un peu le patriotisme et de réaffirmer qu'il a une boîte française, 100% française, et aussi de dire qu'ils sont inclusifs dans leur boîte. C'est pas parce qu'ils sont fiers d'être en France qu'ils sont pas inclusifs. Voilà, pour ces différents exemples, j'espère que ça vous aide. Je pense qu'il y en aurait pas mal d'autres, hein. Mais en tout cas, c'est tout pour ce débrief. Rendez-vous sur mon LinkedIn, hein, du coup, pour voir ce que ça donne en vrai. Si vous voulez la preuve, allez voir mes posts. Rendez-vous aussi sur ma newsletter, Le Carnet de Mathieu, pour approfondir. J'ai fait une newsletter complète sur le sujet avec tous les exemples qui sont bien identifiés et bien illustrés. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous me contactez aussi pour qu'on vérifie ensemble si vous êtes éligible. Et je vous dis à très vite.